Il semblerait qu'il ait l'art de la prédiction. Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. Le nouveau président de la République, et c'est Emmanuel Macron avec 65,1% des suffrages. Certains le trouvent hautain. Pour se faire l'avis sur les choses, vous serez d'accord avec moi, il vaut mieux les lire. Hein? Je l'ai lu l'essentiel, mais je n'ai pas lu de A à Z. Non, vous ne l'avez pas lu. Ses idées et ses conseils captivent l'attention, alimentant les débats au plus haut. Ça s'inscrit dans une bataille entre deux idéologies très fortes, deux grands mouvements, qu'on peut caractériser l'une par l'idéologie de la peur des autres. J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis il y a les gentils qui sont bienveillants, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. Est-il l'architecte discret des grands changements ou l'influenceur dans l'ombre du pouvoir? Son nom évoque à la fois admiration et interrogation. Parmi les figures qui façonnent le paysage français, seule une poignée se distingue par son impact durable et son influence transversale. Jacques Attali est de celle-là, notamment pour deux raisons, les voici. Commençons par explorer le rôle central d'Attali comme conseiller de président, une position où il a brillé dès l'ère de François Mitterrand en prenant en main la campagne présidentielle de ce dernier. Vous avez mentionné tout à l'heure votre relation avec François Mitterrand. Comment vous l'avez rencontré et comment était votre première entrevue avec M. Mitterrand? Nous avions un ami commun et François Mitterrand m'a reçu en bougonnant parce qu'il n'avait pas envie de me voir. Parce que quelqu'un lui avait dit il va t'apprendre des trucs en économie, c'est un prof d'économie. 27 ans et 28 ans. Et il me dit, on devait rester, il m'a dit j'ai 5 minutes, on est resté 2 heures. Ensuite, je l'ai revu une deuxième fois, quelques mois plus tard. Il me dit j'ai besoin de vous pour préparer un discours, une deuxième fois. Il m'a donné un troisième rendez-vous. Ce rendez-vous a été annulé parce que le président Pompidou était mort. Il m'a redemandé de venir le voir. Et quand je suis arrivé, je suis rentré dans une pièce où il était avec toute la direction de la gauche, tous les dirigeants de la gauche étaient là, et il a annoncé devant moi, je suis candidat à la présidence de la République et je confie la direction de ma campagne à Jacques Attali. Il ne m'avait pas demandé mon avis, il avait annoncé ça à personne ne me connaissait, et voilà comment tout a commencé. La capacité d'Attali d'influencer les décisions au sommet de l'État a façonné d'importantes politiques nationales, marquant l'histoire politique française. Il a notamment été le président de la Commission de la libération de la croissance française sous la présidence de Nicolas Sarkozy. Nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui M. Jacques Attali, que l'on ne présente plus parmi ses nombreuses activités, a notamment présidé la Commission pour la libération de la croissance entre juin 2007 et janvier 2008. Monsieur Attali, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie pour votre présence afin de nous éclairer sur des travaux anciens mais qui restent manifestement toujours d'actualité. En juin 2007, le président de la République française, Nicolas Sarkozy, vous demande de constituer une équipe et de rédiger un rapport fournissant des recommandations et de propositions afin de relancer la croissance économique de la France. Après 6 mois de travaux, la commission que vous présidez a rendu son rapport final le 23 janvier 2008, lequel préconisait notamment de supprimer les rentes, réduire les privilèges et favoriser les mobilités. Plus précisément dans le secteur de la mobilité, même si vous parlez de beaucoup de différents secteurs d'activité dans ce rapport naturellement, la proposition 209 de votre rapport préconisait une ouverture complète du marché des taxis et des véhicules de petite remise parisiens de nature à générer un gain d'emploi de 35 000 à 45 000 personnes. Son rôle était de rédiger des rapports, les fameux rapports Attali. Ce rapport est un rapport qui sert à éclairer la décision politique. Qu'on dise qu'il faut déréglementer, des professions réglementées, c'est une chose. Qu'on dise que si on le faisait, ça aurait certains avantages, peut-être. Mais prenons le cas des chauffeurs de taxi. Il n'en peut plus. Akan a acheté sa licence de taxi en 2012. Depuis 2 ans, son activité est en chute libre. Ses revenus aussi. Ils ont été divisés par 2. C'est clair que si on veut déréglementer la profession des chauffeurs de taxi, à ce moment-là, on ne peut pas le faire en ruinant les chauffeurs de taxi, c'est-à-dire en réduisant à néant la valeur des licences qu'ils ont achetées à prix d'or, pour lesquelles ils se sont endettés. Attali ne se limitait pas au conseil politique en France. En tant qu'économiste visionnaire, il a joué un rôle déterminant dans la politique économique française, mais aussi européenne, et notamment dans la création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Le bloc soviétique s'effondre.
Dans ces ruines, naît la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD. Sa mission, favoriser la transition vers l'économie de marché des pays de l'Europe de l'Est. Le fondateur de la BERD est le conseiller spécial à l'Élysée de François Mitterrand, le président français de l'époque. Cette initiative illustre parfaitement son impact sur la scène économique européenne. En 30 ans, le mandat de l'institution financière n'a eu de cesse de s'adapter, du développement économique à la lutte contre le réchauffement climatique ces dernières années. Mais l'influence d'Attali va au-delà des décisions économiques. Ses compétences en matière de réseautage ont été essentielles en connectant différents leaders, penseurs et décideurs. Il a su façonner les politiques de manière indirecte mais incroyablement efficace. Et c'est particulièrement éloquent dans l'extrait suivant où il se vante devant des élèves de HEC de côtoyer plusieurs dirigeants de pays de l'Est, notamment ceux qui voudraient intégrer l'Union européenne. Tout à l'heure, vous avez parlé de la relation que l'Europe devrait avoir vis-à-vis des pays de l'Est, notamment des Balkans, de l'Ukraine, de la Russie, et du fait qu'on devait les intégrer. Est-ce que vous pensez qu'eux veulent qu'on les intègre? Parce qu'ils ont quand même un rapport à notre système politique, à la démocratie libérale, aux libertés fondamentales, qui sont intrinsèquement différents des nôtres. Je ne suis pas d'accord. Il y a 11 pays candidats qui rêvent d'entrer. Alors, ils sont très en retard dans beaucoup de dimensions. Là, il y a encore beaucoup de corruption en Ukraine, on le sait. Il y a beaucoup de violations des droits humains un peu partout, mais il y en a aussi en France. La corruption et des violations des droits humains. Et ces pays ont tous très envie d'entrer dans l'Union. Mais ils ne sont pas encore prêts. Il y a un processus et des procédures très sophistiquées pour les faire nous rejoindre, qui viendront. Je suis très ami de plusieurs des dirigeants de ces pays et beaucoup d'intellectuels de ces pays. Il n'y a pas de doute. Ils sont européens et ont envie de nous rejoindre. Mais dans beaucoup de cas, ils ne sont pas encore dans un état de droit qui le leur permet. Mais l'expertise d'Attali ne s'arrête pas là, car sa compréhension profonde des tendances économiques mondiales et son habileté à conseiller des stratégies adaptatives lui ont valu une place respectée dans les cercles décisionnels. Comment est-ce qu'on négocie quand la première puissance du monde décide d'imposer des taxes sur l'acier et l'aluminium pour commencer, et puis commence à menacer l'Europe d'imposer des taxes, notamment sur une industrie qui compte beaucoup en France et en Allemagne, à savoir l'industrie automobile. On fait le dos rond en disant il ne restera pas longtemps. Qu'est-ce qu'on fait? Sûrement pas. D'abord parce qu'il faut se rendre compte que cela a commencé avant Trump. La tendance à l'isolationnisme américain commence au moins avant Obama, sinon Clinton. Il est d'ailleurs souvent invité dans des débats ou à donner des conférences sur ses analyses. Je vous remercie de votre invitation. C'est toujours pour moi un grand honneur d'être ici, à intervalles réguliers. C'est aussi une grande émotion parce que je n'ai pas étudié ici, j'ai étudié dans l'autre école. J'ai enseigné ici et je ne retrouve jamais ces locaux sans beaucoup de joie et d'émotion. Vous m'avez demandé de parler du monde de 2030, qui est pour beaucoup d'entre vous, pour chacun d'entre nous, demain matin. Et j'imagine que la plupart d'entre vous, sinon la totalité d'entre vous, seront à cette année-là, qui est très proche, en plein début de carrière. Et donc j'espère que certains d'entre vous se souviendront de quelques mots que je vais dire ici et qu'ils leur seront utiles pour naviguer dans les eaux difficiles qui s'annoncent. Et comme on ne sait pas vraiment qui sont les politiques qui le consultent de manière officieuse, ces conseils sont probablement intégrés dans les orientations stratégiques de la France sans qu'on le sache. Prédire les crises économiques, exercice évidemment périlleux auquel se livre pourtant depuis des années le français Jacques Attali. Euronews l'a rencontré afin d'évoquer entre autres la crise financière grecque et les turbulences de la zone euro. Pour commencer, Jacques Attali regrette la tenue tardive du sommet européen consacré à ce sujet. Ce sommet a lieu beaucoup trop tard. S'il y a 15 jours, 3 semaines, on avait dit on met 40 milliards sur la table, ça aurait suffi. Mais on l'a pas fait, on a hésité, on a dit qu'on ferait pas et on fait. Donc c'est la pire des solutions de dire non puis de faire oui. En somme, Jacques Attali a été une force motrice non seulement dans les réformes économiques, mais aussi dans les stratégies globales du gouvernement. Son rôle dans les coulisses du pouvoir a façonné des décennies de politique française, témoignant de l'étendue de son influence. Maintenant que nous avons dévoilé une facette de l'influence d'Attali dans les sphères politiques et économiques, glissons vers un autre terrain peut-être moins visible, mais tout aussi significatif, son impact sur la culture et la société.
Au-delà de l'économie et de la politique, Attali a laissé une empreinte indélébile sur le paysage culturel et social français. Ses idées novatrices sur la société et la culture ont stimulé le débat public, influençant la pensée contemporaine. Il a d'ailleurs un avis très précis sur l'école. On s'aperçoit qu'il y a des modèles qui se développent dans certains pays qui sont différents. Et en France, on se situe au pire endroit en termes de modèles, parce qu'on a le pire du système compétitif et punitif, et le pire du système laxiste. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce pourfendeur de la spécialisation a aussi des compétences en musique. Il a dirigé la 25e symphonie de Mozart. Et voilà ce que la musique peut apporter aux jeunes selon lui. Dans la jeunesse d'aujourd'hui, il y a aussi la possibilité, je pense qu'il y aura de plus en plus, la possibilité de faire de la musique non seulement en faisant de la musique classique, comme avec des instruments, mais en faisant de la musique de jazz ou de la musique de variété avec les instruments les plus classiques, mais aussi, et on commence à le savoir un peu plus, la musique électronique, les logiciels de musique permettent aujourd'hui d'imaginer des profondeurs de champs musicaux, la possibilité de faire, par exemple, on commence à voir des instruments en 3D virtuels dont on peut jouer comme d'une harpe, qui sont porteurs de vertige extraordinaire dans la création et qui donc mêlent à la fois la musique, Internet, les technologies les plus sophistiquées, qui donc montrent que la musique n'est pas du tout quelque chose de ringard, de dépassé ou dont la parenthèse serait fermée. Et ici, il évoque le sujet de la médecine. Deux choses. D'abord, le fait que le problème de la santé est au cœur des débats sur la crise économique. Et le fait que la santé coûte cher fait que les sociétés industrielles vont trouver une nouvelle réponse pour faire en sorte qu'elle coûte moins et qu'elle pèse moins sur la rentabilité économique. Or, il est clair qu'en logique économique, la bonne réponse économique serait de remplacer le médecin qui coûte par des machines qui rapportent. Néanmoins, l'influence d'Attali n'est pas sans controverse. Ses positions, souvent considérées comme avant-gardistes, ont parfois suscité des débats animés, révélant la complexité, parfois l'ambiguïté de ses positions. En revanche, je ne vais pas vous dire que j'ai lu votre rapport de A à Z sur la libération de la croissance, mais il semblait, en tout cas c'est l'analyse qui en était faite, que c'était plutôt d'inspiration libérale et que dans ce livre, vous en appelez au contraire à moins de libéralisme. Alors est-ce qu'il y a un Attali libéral, un Attali plus libéral selon le public auquel il s'adresse? Je ne vous soupçonne pas de duplicité. On se rappelle tous cet échange musclé avec Éric Nolot pour la promotion de son livre, qui avait pour but d'expliquer les origines de la crise de 2008 et les solutions pour la juguler. D'abord, pour se faire l'avis sur les choses, vous serez d'accord avec moi, il vaut mieux les lire. Hein? Je l'ai lu l'essentiel, mais je n'ai pas lu de A à Z, je vous le dis. Vous ne l'avez pas lu. Du tout, rien. Ah si. Rien. Ah si, si. Vraiment rien. Ah si. Non, ou alors vous êtes stupide, mais comme vous n'êtes pas... Prenons maintenant l'exemple de ses écrits sur l'avenir de la démocratie et de l'économie globale. Ses prédictions audacieuses ont parfois captivé et divisé des intellectuels et décideurs. Ici par exemple, Éric Zemmour ne cache pas son agacement après son plaidoyer sur l'immigration, son thème favori. Vous partez en guerre dans votre livre contre ceux que vous appelez les résignés réclamants. Qui sont-ils? Les résignés réclamants, c'est ceux qui, dans un monde où l'État est de moins en moins puissant, moins en moins de moyens d'agir, qu'on peut caractériser l'une par l'idéologie de la peur des autres, la peur des étrangers, la peur des femmes. Et face à ça, l'autre idéologie, celle que j'essaye de montrer comme celle qui porte l'avenir, qui est extraordinairement optimiste, c'est l'idéologie du respect. Respect de soi-même, respect des femmes, respect des juifs, des musulmans, des autres. Éric Zemmour, c'est ça la grande bataille idéologique d'aujourd'hui? J'ai écouté l'homélie du père Attali et je suis encore un peu ébloui. Il y a les méchants et les gentils. Il y a les vilains qui veulent la pureté, la purification, l'horreur, quasiment le nazisme. Et puis, il y a les gentils qui sont bienveillants, qui sont altruistes. Oh, c'est beau, sauf que ça n'existe pas, monsieur Attali. En dépit des critiques, Attali demeure une figure respectée dans le monde intellectuel, ses contributions continuant d'alimenter les réflexions sur des sujets majeurs de notre époque. Sa vision d'une société plus interconnectée et innovante continue de susciter l'intérêt et parfois le débat. Après ce voyage à travers les différentes sphères où Attali a laissé son empreinte, prenons un moment pour récapituler et voir ce que tout cela nous révèle sur le pouvoir de l'influence individuelle.
Jacques Attali se distingue des autres figures politiques. 1. Par sa capacité à développer des compétences uniques de stratège du pouvoir, et 2. Par sa capacité d'influence culturelle et sociale. En revisitant le parcours de Jacques Attali, nous tirons une leçon essentielle sur l'impact individuel dans un monde complexe et interconnecté. Attali nous montre que l'influence ne se mesure pas seulement en termes de position officielle, mais aussi dans la capacité à penser, à conseiller et à façonner l'avenir avec perspicacité et détermination. Cette leçon est cruciale pour nous tous. Elle nous rappelle que chaque individu a le pouvoir de contribuer significativement dans le monde qui l'entoure. L'exemple d'Attali démontre que l'engagement intellectuel et la compréhension profonde des enjeux sont des outils puissants pour façonner la société et le cours des événements. Ainsi, vous, spectateurs, êtes invités à vous inspirer de cette leçon. Utilisez votre savoir, votre passion, votre créativité pour influencer et créer un avenir plus positif. Votre rôle est essentiel dans la construction d'un monde plus juste et plus éclairé. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de commenter en restant poli, bien sûr, de partager cette vidéo avec vos proches et surtout à vous abonner pour soutenir mon travail. Je m'appelle Joly, je suis consultant en informatique, mon canal Telegram se situe en description de la vidéo. Voilà, c'est le moment pour moi de vous dire à bientôt. N'oubliez pas de soutenir mon travail, c'est très important. Ciao!